monde de différence entre la Charente cognac et les États-Unis. D'un côté, on va avoir l'artisanat du viticulteur, du maître de chai, du tonnelier. Et de l'autre côté, on va avoir des gens qui veulent juste faire la fête, mais apprécier le bon produit. Pour le cognac en général, le marché américain reste de très loin le premier marché au monde. It's not just something that popped up, in nightlife. It didn't just pop up in, a cocktail book. It's, there's history and tradition. Ça fait des décennies et des décennies que les Afro-Américains sont de gros consommateurs de cognac. Le monde de la musique, notamment des rappeurs qui se sont emparés du cognac comme emblème culturel, a aussi beaucoup servi le cognac pour son développement aux États-Unis. Si ces Américains viennent en France, ils verront qu'on est plutôt en mode peau de bête, cheminée et pantalon en velours, quoi. Alors, le château de Cognac est le château historique de la ville de Cognac. Un premier château a été construit il y a un bon millier d'années. Donc à l'époque, c'était plus une forteresse assez rudimentaire qui a été construite pour protéger la petite ville de Cognac à l'époque des attaques qui pouvaient venir par le fleuve. Petit à petit, ce château est devenu de plus en plus important. Ça a été le lieu de naissance de François Ier en 1494, château dans lequel il a vécu les premières années de son enfance avant de partir à la cour de France à Amboise pour se préparer à son futur destin. En 1795, le baron Hothart a racheté le château pour en faire le siège de sa société et pour transformer quelque part ce château historique en lieu de stockage pour ses eaux de vie. Et depuis 7-8 ans, une deuxième marque est apparue dans le portefeuille qui s'appelle Ducé et qui a été créée essentiellement pour répondre aux attentes du marché américain. La particularité de Ducé, c'est que malgré le fait que ce soit une marque qui ait 7 ans d'existence, on a quand même plus de 200 ans de tradition avec le château de Cognac. Donc l'idée, c'est de comprendre comment les gens buvaient aujourd'hui et créer un cognac qui soit dans l'air du temps. La création de Ducé, c'est la rencontre entre deux hommes, Jay-Z et Michel Casavecchia. L'histoire du cognac Ducé est assez incroyable parce que d'habitude, le métier d'un maître de chai est surtout d'assurer la pérennité d'un cognac. Là, quand on vous demande d'inventer un nouveau cognac, c'est quelque chose qui est très très intéressant pour un maître de chai parce que ça n'arrive pas souvent dans sa vie. Jay-Z était intéressé par amener une nouvelle identité sur le cognac. Michel, de par son expertise, souhaitait exprimer une nouvelle identité du cognac. Et donc, M. Carter est venu en France, au château de Cognac, et du coup a dégusté différentes eaux de vie qui, pour Michel, semblaient être le cognac de demain. Et ils sont tombés d'accord sur une recette, sur un profil unique, qui est le Ducé VSOP. Et à partir de là, la marque a été lancée, et c'est la vraie base de Ducé. Jay-Z, je connaissais plus le personnage et son nom, mais pas tellement sa musique. Quand j'ai su que Jay-Z allait participer aussi à la création, on s'est mis un peu en phase dessus, c'est-à-dire qu'on a organisé des dégustations qui m'ont permis de connaître un peu la sensibilité et le palais de l'homme.
et il a une vraie sensibilité, ce qui pour moi a été un avantage puisqu'il a guidé un petit peu le choix final de l'assemblage de Ducé. C'est une vraie locomotive. C'est quelqu'un qui a une aura extraordinaire, qui bénéficie d'une image incroyable aux États-Unis, qui a une notoriété. C'est certainement une des personnalités les plus influentes qui soit aux États-Unis et en particulier vis-à-vis de cette communauté afro-américaine qui était le cœur de cible. Et c'est ainsi que Jay-Z devint le porte-étendard d'un spiritueux made in France. Et les Afro-Américains, la cible d'une toute petite appellation d'origine contrôlée charentaise. En fait, c'est moins fou qu'il n'y paraît. La success story du cognac aux États-Unis est ancienne. Et cette alliance, en apparence incongrue, est le fruit d'une longue histoire. Le cognac, depuis son origine, a toujours été un produit d'exportation grâce à notre fleuve Charente, qui est juste ici à côté, où les barriques partaient dès le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle vers l'Angleterre, la Scandinavie et les États-Unis très vite. Curieusement, le cognac ne s'est jamais énormément consommé en France. La plupart des grandes maisons de cognac ont une origine britannique. Toutes ces maisons ont commercé dès le départ avec leur pays d'origine, donc avec l'Angleterre. Quand on regarde les noms qu'on voit encore aujourd'hui, ce sont des personnes d'origine, alors pour en citer quelques-uns, les Irlandais avec Hennessy, Martel qui venait de Jersey, la famille Otard elle-même venait d'Écosse. Donc il y a toujours eu ce lien très fort avec l'Angleterre. Et c'est comme ça que le cognac s'est diffusé internationalement très très rapidement. Courvoisier aux États-Unis, ça remonte au XIXe siècle. Nous avons dans nos archives un journaliste américain de San Francisco qui est venu, qui a eu un repas avec Madame Courvoisier dans notre château. Il retrace un petit peu toute sa visite dans le vignoble de Cognac accompagné de la maison Courvoisier. Et ça veut dire déjà que Courvoisier était présent à San Francisco en 1878. Quelques années plus tard, le rêve américain du cognac est fauché en plein élan. Au début du XXe siècle, la production et l'importation d'alcool sont interdites aux États-Unis. De 1920 à 1933, la prohibition rend le cognac terriblement désirable, mais aussi parfaitement remplaçable au profit du Bourbon. Il faut attendre la Seconde Guerre mondiale pour voir le spiritueux revenir en force sur le sol de l'oncle Sam. C'est à ce moment-là que se noue une relation toute particulière entre cognac et musique. I am a musician, a guitarist, singer-songwriter, producer, more known to the world as a support guitarist. I've played with the likes of Chocolate Genius, of Mark Anthony Thompson of Chocolate Genius, John Legend, and more recently Rufus Wainwright, and my own project, Sharif and Burgundy. Growing up, my aunts and uncles and people, the elders around us would say, that brown liquor music they was listening to. And they would usually be sipping on some cognac while having their card games or domino sessions or family gatherings or what have you. I think it was just had more to do with dating back to why cognac was popular in the African-American culture to begin with, dating back to World War II, with the soldiers who were packing the jazz clubs throughout Paris and France, and getting accustomed to drinking this liquor, this alcohol. So when they came back home, they brought that with them, I had some family members who served in the military, and you hear certain stories,
And, you know, one thing that they would always say is, you know, oh, they love us over in Paris, they love us in France, you know. It's like, you know, they love a black man in Paris. You take those soldiers during World War II, they came over here, and in France, what they remembered most of all was cognac. And when they came back, they wanted to drink cognac. They weren't brand conscious like those here in the United States. So we got a chance. We were first. Voilà comment Herbert Douglas en vient à être surnommé le parrain. Embauché au début des années 60 par le distributeur de la maison NC aux États-Unis, il implante rapidement la marque, qui reste aujourd'hui la préférée de la communauté afro-américaine. Il faut dire qu'en 1948, Herbert avait été champion olympique, médaillé de bronze du saut en longueur aux Jeux de Londres. What I wanted to be more so than anything was a coach. And in Pittsburgh, they didn't have any African-American coaches. So I went the route of corporate America, and when I'd go into a city, the distributor had salespeople. Most of them were white when I started. And that was 12 years that I worked the South, and because that was the most prejudiced place in the United States. What we try to do, see, in 1900, blacks had to have organizations, so they had the Elks with thousands of members. And the NAACP started in 1906, and as you know, the NAACP is an organization for civil rights. And if we went in and sponsored a luncheon for this group, and then give a pitch, talk about our products, that's how we built foundations. That was the only place where I could see immediate increase. They do it now by showing Nas. Parolier emblématique du rap de la côte Est, le chanteur Nas est en effet l'égérie de NC depuis des années. Et de nombreux artistes de 50 Cent à Snoop Dogg valorisent également des maisons de cognac. Preuve que le hip-hop a pris le relais du jazz. A lot of people tell you hip-hop is the new jazz because of the boldness and the breaking boundaries that it did when it came out. You know, it was like bebop, you know, it was like a rebellious thing, you know, whereas hip-hop was a rebellious thing. So in that sort of sense, it was that evolution of the music. And I think what tied cognac and hip-hop together in a big way had to do with Busta Rhymes' song, Pass the Courvoisier. I think that had a great deal to do with it, with tying the cultures together, and it's still thriving now. They're still using that marriage to sell the brand, to you know, not just Courvoisier, but cognac in general. Basically, was celebrating living the life of hip-hop as a superstar and, and passing the bottles of Courvoisier around. On a eu la chance en 2002 d'être repris dans un tube par un rappeur américain qui s'appelait P. Diddy avec Busta Rhymes pour lancer une chanson qui s'appelait Passe de Courvoisier, où notre XO était la bouteille emblématique où les acteurs du clip aimaient prendre un verre de XO, et voilà, c'était quand même un moment fort pour notre maison. Il y a eu
deux types d'impact. Il y a eu un impact immédiat avec une augmentation des ventes tant que le tube était présent sur les chaînes de radio. Et après, comme tout impact comme celui-ci, il disparaît quand on passe à autre chose. Pour autant, il y a eu un phénomène de mise en place du produit comme phénomène culturel. À l'époque, c'était une surprise pour nous, c'était pas un placement de produit. Bon, maintenant, des placements de produits, il s'en fait beaucoup parce que la musique rap a pris une telle ampleur. Il y a beaucoup de noms connus, donc le placement de produit maintenant est important. Aujourd'hui, nous avons même des partenariats avec une maison de production qui s'appelle Def Jam. And it's funny because back in the day, you know, hip hop was about not selling out, if you will. You know, like having your song used in a commercial, even not only in hip hop, but in rock and other forms, genres of music, you know, that was considered selling out. But as the times have changed and the internet ushered in free downloading and the lack of record sales, then artists started to realize, okay, well, if we want to still make some money and still be out here, we have to start finding other ways of branding ourselves and linking with major corporations, from liquors to shoe brands to clothing brands was the way to go. The streets are down, the weed is working. When she feels nervous, like a cigarette. Taking shots, rushing the blood. Scratch that itch, ain't got no patience left. You supply the feeling that they won't forget. Come on, see it, Def Jam, we here. And I ain't never ever been this rich ever. I don't even make all that much though. Ask her mama for it up and raise her blood pressure. Now she got me working at the corner store. Yeah, I've heard it a lot growing up, listening to hip hop. I listened to a lot of Nas and Mobb Deep and Tupac. That's who I think of when I think of Cognac, Hennessy, or E&J references sometimes in different songs. This ain't about blacks being held down. This to remind you that you have a crown. I'm Joe Blacks from Queens, New York, originally. I live in Brooklyn now. I'm a musician, touring drummer, and I have music out that I've produced, and you know, just music man from New York. I self-taught, you know, playing in church, and I studied jazz at the New School, and now I, you know, just tour with a bunch of different artists. I play with Wynton Marsalis or Terrence Blanchard, Bilal, Slum Village, Stevie Wonder, you know, different names, so just good music. We would, you know, being influenced by our surroundings. Rhymes and stuff, hip hop introduced a lot of stuff to us before we even got to see what it was. You know, you hear about Henny and Hen Rock and all of that, and you know, you just say it, and then finally you're, you know, introduced to it in real life, and you're like, oh, that's what they talking about in the rhymes. Let me try it out. Whenever I started drinking with my friends around the way, we would get cognac. We used to, when we didn't have a lot of money, we would put our money together and get a bottle of E&J cognac. That was the cheaper one. And then you had the VSOP E&J. We had a little more money. And when we got older and people started having jobs, we would get Hennessy. That was the fancy one. So it's cognac, vermouth, a little bit of a rye whiskey, and Benedictine. So in DC, when I was growing up, cognac was the first thing I had to drink when I was like legal to drink, and this is at 21. And this is when I went to like a nightclub for the first time.
And I don't know how I got to started drinking it. I started seeing it a lot in pop culture and like the hip hop culture. There's a lot of songs like that were just based on cognac, like Pastor Cavassier, and there's like songs that are mentioning Hennessy and mentioning Remy, and I didn't even know that it was technically cognac. I was just like, oh, Hennessy, yeah, or like Remy Martin, yeah. It's like, it's this thing. And then I started drinking, and I was like, oh, this is pretty tasty. Unless you work in the service, food and beverage industry, you know, the average cat on the corner going to cop a bottle of Henny for him and his boys, they don't know nothing about how cognac is made. They just know Hennessy is the popular drink to drink. Le cognac, c'est un peu comme beaucoup de choses en France, c'est qu'on connaît tous le cognac, mais on ne connaît pas le cognac. On sait que c'est un produit français, mais est-ce que tout le monde est au courant que c'est fait avec du raisin, avec un procédé de distillation spécifique, un vieillissement dans des chais différents, enfin, est-ce qu'on est au courant de tout ça? Non. Les vendanges, c'est l'aboutissement d'un travail annuel, hein, puisque les viticulteurs ne travaillent pas que pendant les vendanges. Toute l'année, il faut prendre soin de ce raisin. Et on va dire que 80% d'un bon cognac se passe à la vigne. La présence du cognac dans le milieu du rap et du hip-hop américain, ça a marqué les consciences et on a tous été sur YouTube écouter ces musiques totalement décalées par rapport à l'image très cramoisie, vieillard, de dandy un peu décadent que peut avoir le cognac en France. Je pense qu'il y a des biais culturels et que effectivement l'appréhension du cognac par la culture vieille Europe de l'Ouest et par la culture américaine est totalement différente. Et d'ailleurs, je pense que ça soit dans un sens ou dans l'autre, quand les Américains viennent en France ou quand les Français viennent aux États-Unis, ça doit être un sacré choc de voir du cognac dans des discothèques, dans une vasque avec des glaçons et des canettes de Red Bull. Alors que si ces Américains viennent en France, eh bien, ils verront qu'on est plutôt en mode peau de bête, cheminée et pantalon en velours, quoi. En Europe, on est vraiment sur des modes de consommation pour le cognac qui sont trop traditionnels. On est toujours sur la bonne vieille image du grand-père avec son verre ballon, dans son fauteuil bien confortable, avec la cheminée à côté et le toutou au pied. Donc c'est l'image qu'a le cognac dans beaucoup de pays européens aujourd'hui. Le marché français est difficile pour le cognac du fait du changement de mode de consommation des Français. Le repas traditionnel français jusqu'aux années 60, on va dire, c'était un apéritif, le repas et le digestif. Aujourd'hui, l'apéritif est toujours resté très fort, le repas aussi, mais le digestif est complètement disparu. Au-delà de cette image un peu vieillotte qui a été développée, je pense qu'il y a une perception dans l'esprit du consommateur que le cognac est un alcool fort, bon, ce qui est le cas, mais c'est renforcé par le fait que contrairement à d'autres alcools qui font également 40 degrés, le consommateur français consomme son cognac pur et donc à fort degré. Alors que dans la plupart des cas, un whisky il va rajouter de la glace ou du coca, un gin ou une vodka il va pas la boire pure, il va la rallonger, un rhum pareil. Clairement, le consommateur français il nous dit le cognac c'est fort, le cognac c'est agressif, le cognac j'aime pas. Mais ça c'est un syllogisme, donc il faut arriver à le déconstruire, d'où cette volonté d'aller sur des cognacs plutôt ronds, plutôt suaves, pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui correspond beaucoup plus à ce goût des Français. Il y a aussi certainement cette tendance de dire ah ben, les produits du voisin sont mieux que les nôtres et donc le français est un très gros consommateur de whisky. Il se consomme autant de whisky en France qu'il se consomme de cognac
à travers le monde. Il y a un effet générationnel, hein, c'est-à-dire qu'on a ce whisky qui est arrivé après la Seconde Guerre mondiale comme le spiritueux du vainqueur, hein, face à des hommes français vaincus. Donc du coup, il y a eu une façon pour une génération de s'approprier ce spiritueux avec toutes les promesses et les rêves de réussite à l'américaine qu'il pouvait comporter. Au sortir de la guerre, les deux pays s'échangent donc whisky et cognac. Le Bourbon rejoint les chewing-gums et les blue jeans au panthéon du cool incarné par les Alliés. I used to ramble through the park, shadowboxing in the dark. Then you came and caused a spark that's a four-alarm fire now. I'm beginning. Pendant ce temps, outre-Atlantique, on aspire à l'élégance à la française. To see the light. Yeah. I think that part of the allure of cognac as well as a spirit is the fact that it is French. You know, people look to France for luxury and what are we eating? What are we, drinking in a certain sense? Wine, of course. So I think people have always looked at cognac as being, a spirit that really does represent where it comes from. I think it's perceived as a luxurious product because it's made in France. So France has anything French has is kind of chic, and it has a perception of being it's foreign, it's far away, it's cool. On a une chance extraordinaire avec le cognac. Comme c'est un produit d'appellation d'origine contrôlée, c'est quelque chose qui n'est pas délocalisable. On peut produire du cognac qu'à Cognac et qu'autour de Cognac, nulle part ailleurs à travers le monde. Donc c'est une toute petite région sur la carte du monde, mais qui a une image et une aura internationale qui est juste incroyable de par la diffusion et le prestige dont elle bénéficie. $1991, vintage. This one is yours. Yeah. Now let's taste it. There was always that aspirational quality of hip hop, aspiring to a certain lifestyle, which was, cars, money, and, maybe a nice lady. Can you afford to pop in that bottle in the club right now? So yeah, that's definitely part of it. Blue Swift Martell House. We live. It's family. I got my own barrel. I think all the images we've seen throughout the videos coming up, flashiness, just flashing money, cars, jewelry. I'm the best MC, which is where hip hop came out of, self-boasting. It's just that whole imagery. When you grow up with little to nothing and you get a little something, you want to flaunt it. You want to live, living your best life, as they say. And not that drinking is necessarily doing that, but it's just celebrating. We've come from nothing and now we have something. Usually, for it to be Henny, you have to most likely be in the club or in the studio somewhere where there's a table or something, and you just have, Hennessy and weed around and money on the table. That's like the shot. Le monde du cognac est un vieux monde qui existe depuis des temps pré-révolutionnaires, donc avec pas mal de symboles issus de l'aristocratie et de la royauté. Et effectivement, en tant que jeune personne de ma génération, j'ai une approche qui est volontairement disruptive avec un design
épuré, une volonté de ne pas aller sur ces formes de bouteilles, qui soient des carafes ou des bouteilles cognaceuses type, pour du coup aller chercher une rupture et avoir une approche beaucoup plus centrée sur le goût que l'apparat. La particularité des cognacs bourgoins est qu'on va capitaliser sur une approche terroiriste, c'est-à-dire que je vais capitaliser sur un terroir, un millésime et le travail d'un homme ou du moins d'une famille. Pour respecter ce travail, on ne va pas pratiquer d'assemblage, pas effectuer de filtration ni de coloration, et les réductions seront effectuées au minimum à 43% volume avec l'eau de source locale. Aujourd'hui, l'activité Bourgoin-Cognac, elle réside du coup dans une commercialisation à 98% en France. Le but étant prioritairement d'exister sur ce marché qui est un peu boudé par les grands groupes, puisqu'il ne représente que 2% du marché du cognac à l'international. Ce qui fait ma joie, puisque du coup, je suis à peu près seul à travailler à cet espace où il faut regagner le cœur des restaurants bistronomiques et gastronomiques. Et voilà, ce à quoi je m'acharne tous les jours. Les marchés plus restreints sont un choix stratégique pour ceux qui gardent en mémoire les sursauts de l'histoire. Il n'y a pas si longtemps, le Japon était le premier marché au monde pour le cognac. Mais une récession économique dans les années 90 a complètement rebattu les cartes. Alors, en Charente, tout le monde retient son souffle, de peur de voir éclater la bulle américaine. Aujourd'hui, quand on regarde sur la plupart des marchés, les voyants généralement sont plutôt au vert. Maintenant, effectivement, on est devenu assez dépendant du marché numéro 1, donc du marché américain. Et ce qui se passe avec cette guerre commerciale dont on parle peut effectivement avoir des conséquences. Et effectivement, on sait pertinemment qu'il y a un risque que du jour au lendemain, le cognac soit taxé aux États-Unis et que ça ait un impact sur les ventes de cognac aux États-Unis. Les risques liés aux taxes nous ont beaucoup inquiétés dans la région de Cognac. Il n'est jamais bon de commencer à rentrer dans des guerres commerciales. Nos produits en sont jamais gagnants, nos économies non plus. Après, des crises conjoncturelles, il y en a toujours eu. On en a connu d'autres dans la région de Cognac. Ça ne veut pas dire pour autant qu'à long terme, ça impacte la croissance du cognac. Aujourd'hui, on constate que d'autres marchés sont en train d'émerger, en particulier des marchés en Afrique, comme le marché sud-africain ou le marché nigérian, qui sont des marchés où les consommateurs sont aussi fortement influencés par ce qui peut se passer aux États-Unis. Donc des marchés où on commence à avoir une partie de la population qui a les moyens de se payer des produits importés et qui recherche justement ce genre de produits qui véhiculent une certaine image. Il y a une certaine connexion entre ce qui se passe sur le marché américain et différentes zones du monde. Le marché africain de l'Ouest, c'est-à-dire Nigeria, Côte d'Ivoire, toutes ces zones-là, est très influencé aujourd'hui par cette culture entre guillemets hip-hop qui existe avec les égéries, avec les clips. Et effectivement, le marché africain est aujourd'hui ciblé quand même par pas mal de marques qui ont du succès aux États-Unis. Il y a des influenceurs en Afrique du Sud qui sont parfois source d'inspiration pour leurs collègues américains. Donc on pense à l'inspiration qui vient des États-Unis, parfois ça peut être l'inverse. Donc non, il ne faut pas croire à l'effet de mimétisme. Je crois qu'il y a plutôt des générations nouvelles qui arrivent avec parfois du pouvoir d'achat. Le cognac, c'est un produit qui peut être bu dans vraiment différents environnements. Ça peut être en boîte sur un bottle service ou ça peut être dégusté à la maison quand on reçoit des amis, ça peut être en cocktail dans un bar à cocktail. Il y a vraiment mille et une façons de boire le cognac. La Russie, ils aiment bien boire leur cognac nature.
en ne le mélangeant pas du tout. Et puis en Chine, le cognac se boit beaucoup quand même au cours de repas. Alors nous en France, on aime bien prendre un vin avec notre cuisine française. En Chine, on aime bien prendre un cognac avec la cuisine chinoise et je dois avouer que ça va très très bien. Et c'est un moyen d'apprécier le produit différemment. On a un lien culturel avec la musique dans beaucoup de pays sur différents types de musique. La Russie, notre produit, est promu assez souvent avec l'opéra. Sur d'autres pays comme les États-Unis, ça va être avec le rap. La musique est importante parce que ça fait partie, je dirais, d'un art de vivre. Et le cognac, c'est aussi un art de vivre. Et on aime bien souvent apprécier un cognac en écoutant de la musique, quel que soit le type de musique. Aujourd'hui, la consommation de cognac aux États-Unis, c'est un produit qui se consomme pas pur mais allongé, qui se consomme comme ingrédient pour faire des cocktails, qui se consomme effectivement dans des bars à cocktails, qui se consomme dans des boîtes de nuit. C'est une consommation à la bouteille autant qu'une consommation au verre dans ce genre d'établissement. Et donc c'est un mode de consommation qui est beaucoup plus dynamique que ce qui peut exister en Europe. So as far as cognac consumption in the US, well, it's hard to generalize because the US is so vast and tastes vary from state to state. We're starting to see it in highballs because people realize that you can have a cognac long drink in highballs with tea or with, of course, like a tonic or a ginger, that kind of thing. That's easy to make. Anyone can enjoy that. So yeah, in the South you might see, mint juleps, of course, traditionally with bourbon, but absolutely, you can sub in cognac right there. So yeah, I think it really varies. Les codes du marché américain sont vraiment spécifiques. D'ailleurs, il faut savoir que les Américains aiment bien les arômes qui ont une certaine consistance, par exemple. Ils aiment aussi, et là c'est des fois un peu trop, le côté sucré. Donc il ne faut pas vouloir leur faire des cognacs qui soient trop secs. Mais surtout, la grande mode aussi qui se développe en Amérique, mais aussi à l'extérieur d'Amérique, ce sont les cocktails. Historically, if you go back into a lot of the old bartender books, a lot of the cocktails were made with cognac. They were either made with cognac or gin. And that had a lot of influence of a lot of cocktails were made in London, and that was just the things that were available at the time. And cognac at the time was a thriving product. And it came over to the US, and people loved it. And that was the thing that was being used in cocktails. Hello. Hello. How are you? I'm doing good. Ready? Let's do it. The name of my cocktail is the Metropolis, and it's a Manhattan variation. So this one's a slight twist, a little bit of a cream sherry, Italian vermouth, pear brandy, and then a touch of Demerara sugar. I like to go about the process of making a cognac cocktail and making sure that the cognac is represented in the cocktail, not making it so that it's being kind of hidden. I want people to know, like, this is a cognac cocktail, because it is something of a very special product that is very labor intensive and has a lot of history. Il n'y a qu'un maître de chai par maison de cognac. Le maître de chai, c'est vraiment le garant du style. Il est souvent vu comme le gardien du temple. Il est souvent vu comme le chef d'orchestre qui va justement opérer depuis la vigne jusqu'à l'assemblage final, c'est-à-dire jusqu'au cognac fini qui sera mis en bouteille ou mis en carafe.
Le maître de chai, il sait combiner la partie science et la partie intuition, artiste, équilibriste. C'est celui qui va justement composer avec toute la diversité de nos eaux de vie qui sont en cours de vieillissement pour reproduire le style de la maison année après année. Et c'est vraiment le nez, le palais qui vont nous guider pour assurer cette constance, mais aussi cette diversité qui fait la richesse de notre stock à Cognac. Le maître de chai va avoir un travail beaucoup plus solitaire quand il va être dans la phase de création. D'abord dans les chais, où je vais aller prélever quelques échantillons issus de nos fûts, issus de nos tonneaux. Et ensuite, travail solitaire dans la salle de dégustation, où on va déguster unitairement chacun de ces échantillons, se demander quelles sont les facettes fruitées, florales, épicées qui se révèlent. Et puis là, on teste, on sent, on voit si ça va dans la bonne direction. Si ce n'est pas le cas, on ajuste. Et une fois qu'on ressent que ça va dans la bonne direction, là, on sait qu'on touche quelque chose. C'est clairement un moment d'introspection. On revient sur des souvenirs. Vraiment, on fait appel à sa mémoire olfactive. Les plus belles émotions, me concernant, elles vont être sur des eaux de vie qui atteignent leur apogée en termes de vieillissement. Quand on a des notes florales, type jasmin, chèvrefeuille, ou pour moi encore plus rose, les très vieilles roses qui, moi, me ramènent à mon enfance, dans le jardin de mon papy, très simplement. Le rapport au temps, il est essentiel. Sans le temps, nous n'avons pas le vieillissement, nous n'avons pas le développement de tous ces arômes, cette concentration dans les fûts qui fait que nos eaux de vie ont cette harmonie, cette complexité, cette opulence au fur et à mesure de l'évolution aromatique en cours de vieillissement. On sait qu'on ne travaille pas pour les mois qui suivent ou juste les 2 ou 3 années qui suivent. Non, c'est pour les décennies à venir. Nous sommes des visionnaires quand on déguste. On doit se projeter en disant « Est-ce que cette eau de vie-là, c'est pour les 5-6 prochaines années ? Ou est-ce que l'apogée, c'est plutôt d'ici 30, 40, 50 ans ?» La chance que j'ai en tant que maître de chai de la maison, c'est d'avoir cette opportunité d'aller également à la rencontre de nos clients. Moi, ce qui m'a immédiatement frappé, en particulier aux États-Unis, donc que ce soit sur la côte Est ou que ce soit sur la côte Ouest ou à Chicago, au Texas, c'est la précision de leurs questions. Ils veulent savoir le nom du cépage, la taille de nos alambics, comment cela fonctionne, quelle est la durée de la chauffe, le type de bois qu'on utilise pour le vieillissement. Definitely, there has been in the last few years a movement of wanting not only to know the story, but to know the real story. Authenticity is really important. And with Cognac, you have this story. People don't always realize how many years, centuries that people have been making Cognac for. It's not just something that popped up in cocktail bars. It didn't just pop up in nightlife. It didn't just pop up in, a cocktail book. It's, there's history and tradition and a lot of pride that is behind this spirit in this category. So I think once people start realizing that, they're even more drawn towards it. Je suis Hervé Bach-Gabrielsen, donc le dirigeant de la maison Bach-Gabrielsen, maison familiale créée par mon arrière-grand-père qui était norvégien en 1905, et je suis le descendant de cette personne, 4e représentant de la génération, succession de père en fils, juste depuis 1905. Nous, on a une grande force aujourd'hui, c'est que le nom de notre marque, c'est aussi mon nom de famille. Et quand vous donnez la possibilité aux consommateurs, lors d'une dégustation sur le marché, ou à un barman lors d'une dégustation privée, de rencontrer quelqu'un qui a son nom de famille sur la bouteille, ça crée un effet halo, un effet waouh, on va dire, qui est important.
Le marché américain pour Bach Gabrielsen, c'est un marché de conquête. Donc nous, on a essayé de travailler sur l'innovation au sein de la catégorie, en proposant notamment le premier cognac vieilli en fût de chêne français et américain, donc qui s'appelle American Oak, et qui justement allait chercher, par l'innovation, des consommateurs qui veulent sortir un peu des sentiers battus du cognac. Bach Gabrielsen a été puisé un peu dans ses ressources, dans son ADN, en se disant « Attendez, mon arrière-grand-père était norvégien, il a eu, entre guillemets, le courage de partir de son pays natal à 20 ans pour s'installer en France, créer sa boîte, se marier, avoir des enfants ici, et finalement construire une histoire familiale. » Donc on s'est dit « Il va nous falloir de l'audace ». Avec un ami tonnelier, on est venu à parler de ce qui se faisait ailleurs et donc à la spécificité des bois que l'on peut trouver aux États-Unis. Il se trouve que l'appellation d'origine contrôlée cognac a donné dans son cahier des charges l'obligation d'utiliser le chêne, rien que le chêne. Et il se trouve qu'en Europe, tous les chênes que l'on utilise sont issus des Quercus pédonculés et sessiles. Or, il y en a un autre chêne, le Quercus alba, aux États-Unis, qui ne manque pas d'intérêt. Le chêne français et en Europe sont extrêmement riches en tanins et relativement pauvres en arômes. Le chêne américain, c'est exactement le contraire. Il est extrêmement pauvre en tanins. Les tanins, c'est ce qui structure une eau de vie, c'est ce qui lui donne de la puissance et de la matière. Mais alors par contre, en termes aromatiques, ils sont extrêmement riches avec des notes très gourmandes, de noix de coco, de crème brûlée, de thym. Donc l'idée a été de faire un vieillissement dans nos chênes français extrêmement complexes et fins en matière de tanin, et de faire ensuite un vieillissement, une maturation dans des chênes neufs provenant des États-Unis que l'on a fabriqués ici à Cognac pour arriver à avoir cet équilibre avec les tanins des chênes français et les arômes des chênes américains. Voilà, on y est, écoute, alors, tout ça, c'est de l'Americano. Tout ça, c'est de l'Americano. Donc ça, c'est 3 barriques qu'on a préparées pour toi. Voilà. Du Tennessee, sélectionné par André au laboratoire. Pas un autre, pas du Kentucky, pas du Tennessee. On a respecté le cahier des charges. Ils ont été chercher, ils sont allés aux États-Unis trouver ce qui correspondait à notre attente. Et ensuite, on a travaillé ensemble sur la chauffe. On est allé faire des tas d'essais, on a fait des analyses, pour arriver à se dire qu'est-ce qui est le meilleur pour servir le fruité du cognac. On est parti du cognac pour remonter au plus loin dans le savoir-faire du tonnelier Sanguin Moreau pour extraire le meilleur du chêne américain. Le tout en double maturation, donc sans oublier donc le savoir-faire du chêne français avec toute la complexité de ses tanins. Il y a une contribution du chêne français aussi dans l'Americano qui n'est pas du tout négligeable, et notamment du savoir-faire charentais historique, avec des dominantes de chêne pédonculé qui viennent de la région, et où là on a des choses qui viennent aussi contribuer à rééquilibrer le chêne américain. Il y a un bel équilibre entre différentes variétés de chêne pour construire une manière de faire vieillir l'eau de vie qui corresponde avec nos eaux de vie. On a créé un peu le débat avec ce lancement de Cognac American Oak entre qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et au moins, American Oak a créé la question, la mise un peu au-dessus de la pile de toutes les autres questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le cognac puisse être vivant, entre guillemets, et pas seulement la reproduction d'un savoir-faire ancestral. Comment aujourd'hui réintéresser les Français au cognac, en tout cas pas en essayant de redévelopper les ventes de digestifs, je crois que ce n'est pas du tout le but, c'est plutôt de se dire que les Français, en voyageant, pourraient redécouvrir le cognac tel qu'il est bu aux États-Unis, tel qu'il est bu en Russie, tel qu'il est bu en Angleterre ou en Chine, et se dire « Ah tiens, finalement, il y a un produit exceptionnel qui est consommé un peu partout dans le monde, et moi je ne le connais pas. Peut-être que c'est par eux que le cognac va repartir avec des modes de consommation différents de ce qu'il était dans le passé. » Et on a une nouvelle génération de trentenaires, de quadras qui justement n'ont pas envie de boire l'alcool de papa et qui ont envie de trouver leur propre identité à travers quelque chose de différent. Et je me dis, pourquoi pas le cognac ?
Le cognac a ses chances dans le sens où l'a priori négatif qui pouvait exister il y a quelques années, ou il y a plusieurs dizaines d'années, sur le côté un peu alcool, vieux jeu, etc., c'est plus du tout le cas. Et ça, c'est quelque part grâce aux grandes maisons qu'on fait ce travail d'évangélisation du marché américain, avec une image hyper moderne, quelque part, avec cette communication autour d'une cible particulière sur le marché américain, et qui nous revient vers nous comme un alcool, finalement, assez branché, assez trendy. Je pense qu'il peut y avoir un rebond lié à ce qui se passe aux États-Unis. Il va impacter ces consommateurs français qui justement sont influencés par cette partie de la culture américaine. Alors maintenant, on sait pertinemment qu'aujourd'hui, quand on regarde les ventes de musique en France ou ailleurs, c'est justement ce type de musique, le rap et autres, qui est en tête de liste. Donc effectivement, ça peut certainement avoir une influence. Qui nous dit que les tendances que nous avons aujourd'hui aux États-Unis ne seront pas les tendances de la France dans 15 ans ou dans 20 ans? Parce que parfois, il y a un bon décalage entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France. Donc c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe sur un autre marché, parce qu'il peut y avoir un effet de mode qui fasse que ce qui est populaire quelque part à ce moment-là, elle va le devenir sur un autre marché plus tard. Si on arrivait à transposer une petite partie de l'image beaucoup plus moderne et contemporaine dont bénéficie le produit aux États-Unis pour dépoussiérer cette image en France, là je pense qu'on aurait effectivement une très belle opportunité à rendre le cognac beaucoup plus attractif et à refaire découvrir le cognac aux consommateurs français qui aujourd'hui ne le connaissent pas. Thank you.